merci de suivre la télévision togolaise. Alors que se déroule le 9e congrès panafricain dans notre capitale, votre chaîne a installé son plateau au Palais des Congrès de Lomé pour interviewer des personnes ressources, d'éminentes personnes présentes à ce grand rendez-vous continental, je dirais même mondial. L'Afrique vous appelle, Lomé vous accueille. Nous avons pour vous au plateau M. Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi, je devrais dire. Il est professeur agrégé donc, de philosophie. Il est natif du Cameroun, citoyen du monde. Il a la citoyenneté française précisément. Merci de partager ce plateau avec nous. Bonjour, cher Lys Djamié. Bonjour à la télévision togolaise. Bonjour au grand peuple africain du Togo. Je suis particulièrement heureux de venir ici exposer mes modestes lumières. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui que vous êtes au Togo et vivant 3 jours après? Nous sommes au 3e jour du congrès. Lys Djamié, j'ai reçu des milliers de menaces de mort d'une partie de l'opposition togolaise, notamment en exil. Et ces menaces de mort ont d'autant plus été facilitées qu'un certain nombre de militants, d'activistes panafricanistes ont tenu à communiquer sur les réseaux sociaux les raisons pour lesquelles ils ne venaient pas au congrès panafricain de Lomé, auquel ils n'ont pourtant pas été invités. Tout ceci est l'expression de personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que le panafricanisme. Il s'agit de l'engagement des Africains de tous les continents à agir pour améliorer leurs conditions. Pan signifie le monde entier. En Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, en Afrique. Tout faire pour que le peuple africain sorte de la domination qui lui a été imposée par la triple ignominie de la traite des Noirs, de la colonisation, de la néocolonisation et aujourd'hui de l'impérial terrorisme. Si quelqu'un comprend ce que c'est que le panafricanisme, il sait que toute occasion de partager les idées avec ceux qui aspirent à améliorer le sort des peuples africains du continent et des autres parties du monde, toute rencontre de cette nature est nécessaire et utile. Enfin, en tant que combattant politique, je ne me suis pas laissé un seul moment impressionner. Je suis opposant au régime de mon pays natal, le Cameroun, depuis mes 21 ans. J'en ai 53. Je suis opposant au régime du président Emmanuel Macron. Je suis citoyen français depuis 2002. Je suis opposant à un certain nombre de régimes et je suis d'ailleurs l'un des plus grands critiques du régime du président Faure Gnassingbé au Togo. Si ce régime a eu le courage de dire, bien que nous sachions qu'il vous est arrivé de nous critiquer sévèrement, nous pensons que vous êtes une voix qui doit être entendue au concert des voix africaines. Si vous le pensez, eh bien nous estimons que montrer que nous avons décidé de participer à l'élévation des Africains, c'est vous donner l'occasion de parler chez nous, chez vous au Togo. Il faut être d'un non-sens, d'une absurdité. Il faut être en réalité incompétent en matière panafricaine pour ne pas être ici à Lomé de Place to Be. Ici à Lomé, il y a des représentants de l'Afrique continentale, des représentants de l'Amérique latine, des représentants de l'Amérique du Nord, des représentants de l'Europe et de l'Asie, et non des moindres. Madame Naledi Pandor, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui a défendu la cause palestinienne au nom de l'Afrique du Sud, est là. Les grands ministres panafricanistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont là. Les vice-présidents de plusieurs républiques américano-africaines d'Amérique du Sud sont là. Cuba est là. Le Venezuela, la Colombie est là. Le Venezuela est là. Qui suis-je pour prétendre que venir à ce congrès, c'est trahir le panafricanisme? Quand on regarde le pédigré, le parcours des personnalités, des nations qui se sont impliquées autour du Togo, à cette occasion, on sait que Lomé is the place to be now. Mais j'ajoute autre chose. Moi, je suis venu à l'invitation de mon frère, ami et camarade, avec lequel j'ai fait 5 années d'études, autrefois à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, le professeur Robert Ducé, que je remercie, et de son chef, le président du Conseil de la République togolaise, le président
son Excellence Faure Gnassingbé, eh bien, je suis venu ici parce que le Togo a joué un rôle décisif pour sauver l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Quand le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, instrumentalisant la CEDEAO, se préparait à détruire le Niger, il y a à l'intérieur de la CEDEAO un État qui s'est levé. Le président Gnassingbé s'est levé pour dire « Je ne participerai pas à la curée contre mes frères ». Si la révolution panafricaine que nous admirons au Mali, au Burkina Faso et au Niger est vivante, A pu réussir à ce jour. c'est parce que le Togo a été solidaire et fraternel. Et aujourd'hui, il est le grand port de l'AES. L'AES commerce avec le monde entier à travers le port de Lomé. De la fenêtre de ma résidence à Lomé, j'ai vu le nombre extraordinaire de navires qui sont dans le hub de Lomé sur l'océan Atlantique. C'est tout simplement extraordinaire du point de vue de la vision géopolitique et géostratégique. On peut avoir des critiques, on peut avoir des soucis en rapport avec nos frères du peuple togolais en lutte pour plus d'équité, plus d'unité, plus de cohérence, plus d'intégrité, plus de respect des droits. Mais on ne doit jamais, dans une analyse politique, se focaliser uniquement sur la perspective micronationale. Il faut intégrer les deux. Donc, autant je suis solidaire des souffrances du grand peuple africain du Togo, du peuple africain du Cameroun dont je viens, autant je souhaite la réconciliation à l'intérieur de toutes nos nations. Je souhaite qu'il n'y ait plus, où que ce soit, au Togo ou ailleurs, de prisonniers politiques. Autant je sais apprécier les pas que pose un dirigeant qui a compris que l'heure de la libération de notre continent a sonné. Ce congrès arrive à point nommé, à l'épicentre du choc entre la CEDEAO, qui pour moi est une alliance néocolonialiste, et l'alliance des États du Sahel, qui quant à elle est dans la révolution. Le Togo est le lieu de la synthèse, parce que les diplomates de ce pays, à leur tête le chef de l'État, ont décidé de montrer à leurs frères des deux bords que nous sommes obligés de vivre ensemble et qu'il va falloir songer à sortir par le haut si nous ne voulons pas disparaître ensemble. C'est cela. Est-ce que la dynamique des congrès panafricains, est-ce qu'elle est aujourd'hui fructueuse depuis 1919, depuis même 1900? Aujourd'hui, on est en 2025, on a comme l'impression que ça rame un peu. Sur les congrès panafricains, il faudrait écrire une dissertation dialectique. Il faut écrire une dissertation dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Malheureusement, la plupart des positions dont vous faites état, chère Lise Diamier, sont uniquement des thèses, sans antithèse ni synthèse. Philosophe de métier, Expliquez-nous. vous me donnez l'occasion de le faire. Pourquoi les congrès panafricains nous déçoivent-ils? Parce que les décisions politiques appliquées sont inférieures aux décisions politiques promises. Pourquoi les congrès panafricains nous déçoivent-ils? Parce que pendant qu'on méprise les Africains en Amérique, en Europe et en Asie, l'Afrique elle-même continue à mépriser ses propres populations. L'une des objections qu'on m'a opposées en France, je suis citoyen français adoptif, lorsque, écrivant des livres qui dénoncent le néocolonialisme français en Afrique, j'ai été plusieurs fois conduit dans des gardes à vue instrumentalisés par le président Macron et sa cellule africaine de l'Élysée. L'un des arguments qu'on m'a avancé lors de ces gardes à vue, c'est « Vous avez de la chance. Ici en France, quelqu'un qui écrit des livres, donne des conférences pour dénoncer la politique du gouvernement français, est maintenu en vie. Si vous faisiez la même chose chez vous, en Afrique, vous seriez déjà mort. » Or, en effet, le panafricanisme est décevant parce que les promesses et les idéaux qui sont proclamés de congrès en congrès ne se sont pas entièrement traduites en réalité. Mais le panafricanisme, antithèse, chère Lise, il a réalisé des choses, le panafricanisme. Je prends un dernier événement en date. La CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français, se préparait à attaquer militairement le Niger. Deux États africains se sont levés, exactement, le Mali et le Burkina Faso, pour dire
Si vous attaquez militairement le Niger, vous êtes en guerre avec le Mali et le Avec le Burkina. Mali et le Burkina Faso. Nous sommes en 2025, nous avons vécu cela en 2023. Lise Djamé, est-ce que vous mesurez la chance que nous avons d'assister à la mise en œuvre sur le terrain géopolitique et géostratégique de la solidarité politique entre des États africains qui défendent la souveraineté, la liberté de choix de partenariat et les intérêts vitaux? Ne serait-ce que quelques 1, 2, 3 Vraiment, États. rien qu'à prendre ce que l'AES réalise sous nos yeux. Rien qu'à prendre ce que le Togo a fait pour que l'AES, enclavé, son littoral, ne soit pas étouffé par le plan néocolonialiste. Rien qu'à prendre cela, on est d'accord pour dire que le panafricanisme est le chemin de notre libération. Mais j'ajoute un argument auquel je suis sûr que vous n'avez pas pensé. La plupart de nos pays, chère Alice Djamil, sont divisés à l'intérieur par le conflit tribaliste. Dans mon pays natal, nordiste, sudiste, centriste, estiste, ouestiste, avec des groupes ethniques. Si vous regardez la carte des partis politiques dans mon pays natal, le Cameroun, elle est collée à la carte des groupes ethniques. Je suis sûr qu'on peut appliquer la même analyse au Togo. Dans bien de pays d'Afrique, oui. Le tribalisme, c'est le racisme du noir contre le noir. C'est extraordinaire. Peut-être que le politique joue dessus. Mais Il sait bien que ça- sûr que c'est pour bien, régner dans voilà, une c'est politique coutume. néocolonialiste, colonialiste et criminelle d'origine, celle qui nous a été imposée un peu partout en Afrique, on divise. Mais rendez-vous compte que si moi de Kara et moi de Hila Kondji, nous nous regardons comme des Africains, exactement comme nous regardons moi de Douala, moi de Bafoussam, moi de Bamako, moi de Dakar, moi de Pretoria, moi du Caire, moi d'Alger. Nous nous regardons comme une communauté historique, engagée dans le destin de construire un espace où on puisse vivre mieux. Si nous pouvions nous regarder comme des Africains dans tous nos pays, nous obtiendrons ce que j'appelle la position de la pyramide. Nous nous placerions un peu en hauteur par rapport à nos tribus. Hein, je suis évé. Non, je suis de l'ethnie du président. Moi, je suis plutôt de là-bas. Je suis plutôt ghanéen. Si nous nous élevons à la conscience panafricaine, nous devenons une nation. Mais nous ne devenons pas qu'une nation togolaise. Nous devenons une nation africaine. C'est-à-dire que quand vous me regardez, si vous voyez votre compatriote, votre concitoyen africain, nous venons là d'opérer l'osmose alchimique qui fait que le peuple camerounais et le peuple togolais sont le peuple africain. Et c'est vrai pour la cinquantaine de nations tracées par les colons qui nous ont été mentalement imposées. Alors, c'est un peu la vision que l'on promeut depuis plus d'un siècle. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas aujourd'hui à s'unir face à l'envahisseur? Il y a tellement de raisons. Là encore, vous m'imposez une dissertation de géopolitique. Lise, ne me torturez pas avec vos questions trop intelligentes. L'Afrique est bloquée par des facteurs externes et des facteurs internes. Prenons les externes. L'Occident est le continent le plus pauvre de la Terre. Ouais. Voilà pourquoi sa classe politique a décidé de déstabiliser tous les autres continents pour continuer à s'approvisionner en matières premières. Car la classe politique occidentale est porteuse de l'angoisse existentielle de l'homme occidental. Ce schéma, tous les Africains, les dirigeants, normalement, ils le savent. Aujourd'hui, les populations même le savent aussi. Vous me parlez maintenant des causes endogènes. J'ai parlé des causes exogènes. Oui. Traite des Noirs, colonisation, néocolonisation, impérialisme. Pourquoi? Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas des d'or. fois même pas de terre pour Ils cultiver n'ont des rien. fleurs. Je dis bien qu'ils n'ont rien. Nous, on a tout. Donc, ils organisent des vagues d'agression. Traite négrière, colonisation, néocolonisation, impérialisme et terrorisme. Les deux organisations terroristes qui attaquent le Togo sont des organisations de mercenaires de l'OTAN. C'est vous qui le dites. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Pour la première organisation, chère Lise Djamil, les sources sont à trouver au département d'État américain, la naissance d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation de mercenaires créée pour combattre les soviétiques en Afghanistan de la fin des années 70 au début des années 80. C'est une information scientifique que je vous donne. Deuxième La information. mission était différente quand même. Oui, mais c'est la même organisation. Donc on sait qui a créé Al-Qaïda. Ce n'est pas l'Afrique. Deuxième organisation, l'État islamique. Elle a été créée dans les années 2010. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump, dit clairement l'État islamique a été créé par l'administration de mes prédécesseurs, Obama et Clinton. La vidéo est disponible sur YouTube. J'ai écrit un livre
Le livre phare, je ne m'en vante pas, mais de la géopolitique de cette année, intitulé L'impérial terrorisme, dont je souhaite qu'un tirage spécial soit fait ici à Lomé pour que vous puissiez lire. Il n'y a que des preuves américaines, européennes, françaises, occidentales, que les deux organisations terroristes qui ont tué des soldats togolais sont en réalité des organisations de l'OTAN. Je dis bien preuves américaines, c'est-à-dire que je ne cite pas un Africain dedans. D'accord? Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas des propos d'incitation à la haine. Je ne suis pas factuel, c'est factuel. Et vous qui êtes des professionnels de l'information et de la communication, devez arrêter de biaiser avec ça. Nous ne sommes pas attaqués par des gens qui veulent nous rendre musulmans. Nous sommes attaqués par des mercenaires de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient pour contrôler nos richesses ici. Et c'est parce que le président Faure Gnassingbé l'a compris qu'il a décidé de développer le multilatéralisme togolais. Regardez la grande visite en Fédération de Russie, il y a quelques semaines. Vous pensez pourquoi il l'a fait? Parce qu'il sait que ceux qui ont tué ces soldats sont ceux-là même qui lui disent qu'ils l'aident à combattre le terrorisme. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont clarifié cette question. On ne combat pas le terrorisme en s'appuyant sur des puissances qui l'ont amené. C'est aussi simple que ça. Et le Togo, dans sa dynamique géopolitique, a compris parfaitement cela. Et c'est comme ça que nous comprenons son positionnement pour soutenir l'AES et pour diversifier son partenariat de sécurité. Alors le Togo a compris, mais ne l'exprime pas clairement finalement. Mais parce que Il faut le lire. Parce que le Togo est encore membre de la CEDEAO. Oui. Il est encore membre de la CEDEAO et il est l'ami de l'AES. Et le Togo est à l'initiative de l'Alliance des peuples africains, l'APA, portée par le professeur Robert Dussé-Comlan, sur instruction de son patron, le président du Conseil. Donc le Togo essaye encore de rassembler ce qui était pas. Être le pont. Voilà, d'être le pont. La médiation. C'est écrit dans toute la publicité de cette affaire. Donc, écoutez, j'ai donné là quelques exemples de ce panafricanisme concret qui fait qu'on ne peut pas renoncer à cette idéologie. Enfin, je voudrais quand même vous dire qu'à l'origine du panafricanisme, c'est l'humanisme universel. Pourquoi? Parce que toute l'humanité vient d'Afrique. La peau blanche est une mutation de la peau noire par perte de la mélanine il y a environ 300 000 à 400 000 ans, selon les données de la génétique des populations. Toutes les populations de la Terre que vous voyez là sont des populations d'origine africaine. Et on sait même que tous les continents à l'origine étaient peuplés de Noirs. Cheikh Anta Diop l'exprime bien dans National Agriculture. Et il en a donné les preuves scientifiques. Toutes les preuves scientifiques, oui. Là encore, moi, je ne vous dirai rien sur ce plateau qui ne soit pas documenté d'une manière incontestable. Les Blancs que vous voyez sont des descendants d'anciens Noirs. Il leur arrive même, des couples de Blancs, de refaire des Noirs. Ils nous sont sommes choqués. la même espèce et nous ne pouvons donc pas être racistes. Nous, Africains de tradition, savons que nous sommes les héritiers de l'humanité intégrale. Et même les trois religions monothéistes sont nées sur notre continent. Le véritable temple de l'humanité, c'est son berceau, c'est l'Afrique. Est-ce qu'on peut revenir aux facteurs qui font que l'Afrique est consciente aujourd'hui de tous ces défis que vous égrenez, mais on n'arrive pas à se mettre ensemble contre l'envahisseur? Mais je vais maintenant insister là-dessus. On a un petit problème. C'est qu'une bonne partie de notre classe politique, notre leadership politique, est obnubilée par la question de la conservation du pouvoir. Dès lors que votre problème, ce n'est pas simplement le service de votre peuple, mais que vous souhaitez être président jusqu'à votre mort, votre engagement politique est modifié. Et votre comportement avec votre population est modifié. Il nous faut un leadership de service, alors que nous avons un leadership de commandement. Pour commander aux hommes, il faut leur montrer de l'amour. J'ai élaboré une théorie que j'ai exposée à l'université de Lomé. Vous avez rencontré les jeunes à l'université. Quelle image vous avez de la jeunesse togolaise juste Elle est vitale, elle est pimpante, elle est rebondissante, elle est rejaillissante. Que dis-je? Elle est pulsionnante, la jeunesse togolaise. Et elle est imprévisible. Parce que je peux vous dire que ceux qui ont pris le micro ne nous ont pas caressés. Bah ouais. On a eu droit à des remarques d'abord sur notre génération, là, les cinquantenaires qui continuent à prendre la parole tout seuls. Il n'y avait pas de jeunes sur le plateau. On a eu droit à des critiques sur un panafricanisme qui ne s'applique pas à tout le monde de la même façon. Voilà, Mali, Burkina, Niger, tout le monde les adore. Mais le peuple togolais qui a des revendications, les panafricanistes, eh bien, ne veulent pas les épouser. Ils y sont allés franco de port. On n'a pas eu de cadeau. Et ce n'était pas filtré, c'était sans filtre. Nous avons quand même répondu. Il y avait deux ministres. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre des Affaires étrangères et du Niger, donc leurs excellences Abdoulaye Diop et Bakary Yahou Sangaré, qui étaient là et qui ont contribué à répondre. Et il y avait des autorités togolaises qui étaient là. C'était vraiment un face-à-face avec la jeunesse qui était très intriguée. Mais je leur ai dit, il y a 5 lieux où dans n'importe quel pays on vérifie quel est le peuple humain, quel est l'état humain, quelle est la nation humaine. 5.
on peut faire une enquête sur tous les pays africains pour savoir lequel est humain, en visitant seulement 5 lieux. Le premier, c'est la famille. Dans la famille, nous recevons les premiers enseignements de vie. Est-ce que dans les familles que nous avons sur le continent africain aujourd'hui, on nous apprend que l'enfant doit respecter, l'enfant doit être propre, l'enfant doit parler d'une manière correcte, l'enfant doit être véridique, il doit être juste. Est-ce que ça s'enseigne? Il faut vérifier. On doit mener une enquête sur l'état de la famille. Au moment où on nous fait assaut pour nous imposer la famille homosexuelle comme étant comparable à la famille hétérosexuelle naturelle, il nous faut vérifier quel est l'état de nos familles. Qu'est-ce qu'on pense d'être mère, d'être père ou d'être enfant? Deuxième lieu, la prison. Lys Diamé, nous devons vérifier pays par pays si ceux qui sont en prison doivent être en prison. Aucun pays humain ne peut maintenir en prison des gens qui n'ont pas violé de manière incontestable les lois de la République. Or, dans tous nos pays, il y a des réservoirs de prisonniers politiques. C'est vrai dans mon pays natal, le Cameroun, hein, et c'est vrai dans la quasi-totalité des pays africains. Troisième lieu, il faut vérifier si nous sommes un pays humain. L'école. Est-ce que nous mettons tous les moyens de nos sociétés pour former les jeunes afin qu'ils aient du travail? Le ministre Kako Nubupo, professeur d'économie et ami personnel, disait aujourd'hui ici au Congrès qu'il y a 600 millions de jeunes qui vont demander du travail dans les 5 prochaines années dans toute l'Afrique. Mais comment on peut prétendre qu'on va leur donner du travail si on ne leur a pas d'abord donné une formation qualifiante qui leur permette d'être à la pointe des besoins de nos sociétés? Quatrième lieu où on vérifie si nous sommes humains, ma chère sœur, c'est le tribunal. Qu'est-ce qui se passe au tribunal? Est-ce que nos juges sont corrompus? Est-ce que nos juges disent la justice? Parce que la justice est la vertu qui équilibre la société. Dans la tradition négro-africaine, le mot justice s'appelait Maat, dans notre langue la plus ancienne, il y a 3000-4000 ans, que les Grecs ont inventé en Thémis. Et ils ont récupéré d'ailleurs tout le symbolisme de cette déesse, qui est l'une des manifestations des qualités de l'être divin. Aucune société ne peut être une société humaine si ses juges sont corrompus, s'ils tranchent en faveur des puissants, des violents, en faveur de ceux qui sont plus riches. Et enfin, cinquième lieu, faisons une enquête partout en Afrique. Certains veulent que l'enquête se fasse seulement au Togo. Elle doit se faire partout. Le cinquième lieu que je voudrais citer, c'est l'hôpital. Est-ce que ceux qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se soigner sont soignés? Une société qui ne soigne pas les plus vulnérables des malades n'est pas humaine. Donc voilà 5 critères qu'on peut appliquer au Cameroun, au Togo, au Sénégal, au Nigeria. Et on va se rendre compte que nos sociétés sont encore, ma chère Lys Diamé, majoritairement infra-humaines, inhumaines et même parfois anti-humaines. Le panafricanisme, ce n'est pas simplement le rassemblement large des nations africaines pour faire face à l'impérial terrorisme. Le panafricanisme, c'est le soin pris dans la proximité de l'un envers l'autre. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Une Togolaise, un Togolais qui méprise la souffrance de son frère ou de sa sœur togolaise ne peut pas dire qu'il aime l'Afrique. Pour aimer l'Afrique, pour aimer les Africains, nous devons pratiquer cet amour ici et maintenant. Et le pratiquer ici et maintenant, c'est arranger la famille, l'école, la prison, le tribunal Et les hôpitaux. et les hôpitaux. Et donc le panafricanisme, on commence par le construire en interne. En interne, parce que celui qui n'est pas propre à la maison et qui paraît propre dehors, il est dangereux. Et finalement, quels axes pour qu'on soit ensemble? Premier axe. Oui. Moi, j'ai 3 propositions phares. Oui. Lys, vos questions arrivent comme des balles de tennis et puis moi, je smash. Premier axe, s'il vous plaît, donnez un passeport panafricain à tous les Africains, à tous les afro-descendants de la Terre. C'est-à-dire que pour aller au Cameroun, je ne vais pas avoir Rien. besoin de visa. Pas d'ambassade. Je ne vais pas galérer. Vous allez à l'aéroport, vous payez votre billet, vous allez à l'aéroport. Donnez-nous un passeport panafricain. Moi, je suis opposant camerounais. Le président de mon pays natal me refuse d'avoir un passeport camerounais. J'ai acquis la citoyenneté française en 2002. J'utilise mon passeport français pour voyager. Ce n'est pas une honte, ça? Pour le panafricanisme. Est-ce que ce n'est pas une honte? Non, ce n'est pas pour le panafricanisme, parce que, en fait, le panafricanisme, c'est l'émancipation des Africains sur tous les territoires. Le panafricanisme est né aux États-Unis, hein, Oui. et ils sont américains. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'Afrique doit nous donner une reconnaissance telle que nous puissions bomber le torse et être fiers d'être nous-mêmes partout dans le Pour monde. que nous soyons. Si j'avais mon passeport panafricain, le passeport africain, c'est avec ce passeport que je serais venu au Togo.
Je Parce n'aurais que pas là, eu vous besoin. avez eu besoin de visa Je pour venir suis au allé Togo. sur le site Togo Voyage. Togo Voyage. J'ai rempli la formalité avec la lettre d'invitation du gouvernement togolais. Et il m'a été accordé un visa de courtoisie pour venir au Togo. Ça, c'est un privilège d'ailleurs qui m'a été réservé par rapport à la plupart des Africains qui veulent venir au Togo, qui doivent normalement payer. Le Burkina Faso a décidé qu'on ne paye plus. Mais en fait, il faut décréter un passeport panafricain et nous le donner. Toutes les républiques africaines doivent donner à tous les Africains du monde un passeport panafricain. L'Afrique, c'est chez vous. La circulation dans votre mer, votre terre-mère, n'est pas un problème. Venez, vivons ensemble. Faites respirer la puissance mondiale africaine. Pour moi, c'est la première proposition phare. Si on sort de ce 9e congrès, Lise Diamier, sans avoir un passeport, si je repars de Lomé, sans mon passeport panafricain, je dirais... Bon, ça ne peut pas se faire en une semaine. Si, ça se fait immédiatement. Ça se fait immédiatement. Ça s'appelle de la volonté politique. Le président Faure Gnassingbé peut dire, tous les Africains présents actuellement sur la terre togolaise, je leur demande d'aller chercher le passeport panafricain estampillé République togolaise. Et je demande à mes confrères présidents des autres pays de faire la même chose que moi. Chiche, moi je l'ai fait. Il ne suffit donc pas de nous réunir, de prendre les meilleures de nos idées et de me laisser entrer ici avec mon passeport de citoyen français et repartir avec le même. Je ne le demande pas pour moi, je le demande pour toute l'Afrique. Vous êtes sur un bon créneau, tous les Africains. Le message est porté, c'est clair. La radio-télévision togolaise. Astafroulaye. Si je n'ai pas dit ça ici, là, je vais dire où. Deuxième proposition phare, ma chère sœur. Oui. La mutualisation des compétences de nos institutions de savoir. On a des universités qui sont spécialisées en fonction de l'environnement géographique dans lequel elles se trouvent. Il faut qu'on facilite la circulation des étudiants et des experts pour être formés. On a d'excellentes écoles militaires, on a d'excellentes universités fluviales, on a des universités très avancées dans la recherche en biologie. Il faut faciliter la circulation des étudiants africains dans ces pôles de spécialisation. Ça se fait déjà à un niveau plus petit, au niveau des regroupements sous-régionaux. L'UEMOA, par exemple, aujourd'hui, facilite beaucoup la mobilité des étudiants et des chercheurs en État. Ce sont les paroles de télé. C'est difficile pour les Africains de circuler en Afrique parce qu'ils n'ont pas le passeport panafricain. Mais j'ajoute une troisième idée. Il y a des choses qui se font, ne les négligeons pas. Soyons dialectiques, mais ça ne va pas. Et nous sommes chargés de dire que ça ne va pas pour que ça aille. Pour que ça s'améliore. Le troisième sujet, c'est la mutualisation des efforts pour combattre l'insécurité. Oui. Bon, nous savons qui nous attaque. On ne peut pas continuer à combattre le terrorisme en s'appuyant sur des puissances qui nous attaquent. Qui a détruit la Libye? Lise Diamier, c'est l'OTAN. Qui a créé Al-Qaïda? Al-Qaïda est une organisation terroriste créée par les services américains. Le président américain actuel nous dit, c'est nous qui avons créé l'État islamique. Donc, mutualisons nos efforts, comme le font l'AES, les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, comme le Togo le fait, mutualisons nos efforts pour combattre le terrorisme. On ne peut pas continuer à mettre dans nos armées des officiers qui renseignent leur direction et leur direction renseigne les terroristes. Donc, il faut rompre avec la mauvaise foi dans la lutte antiterroriste parce que les gens meurent. Moi, j'ai vu les images de soldats togolais atrocement assassinés, les images de soldats béninois atrocement assassinés, les images de soldats nigériens atrocement assassinés, camerounais. C'est le cas au Sahel. Est-ce qu'on peut continuer à flatter ceux qui ont détruit la Libye, ceux qui ont créé ces organisations et qui prétendent nous aider à combattre les terroristes qui nous ont envoyés? Je crois que nous, société civile, intellectuelle, activistes, militants, mais nos dirigeants aussi doivent faire l'effort de clarification géopolitique et géostratégique. Et le panafricanisme, c'est se défendre ensemble parce que nous avons des ennemis communs. C'est clair. Vous avez trouvé très pertinent le discours de Faure Gnassingbé à l'ouverture du 9e congrès panafricain. Un discours qui s'articule autour de 5 axes, mais vraiment, vous les avez trouvés jugés d'assez pertinents. La réforme du multilatéralisme, vous pensez clairement aussi qu'à ce jour, le monde ne devrait pas continuer par fonctionner comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le président Faure Gnassingbé a élaboré un discours en 5 piliers incontestables. Mais ces 5 piliers portaient tous sur la géopolitique internationale. On rappelle les 5 piliers, la réforme du multilatéralisme, la valorisation de la diaspora. Il y a d'ailleurs une grande table ronde des diasporas sur ce congrès. La construction d'un narratif africain, il faut que l'Afrique parle d'elle-même, avoir une autonomie, atteindre l'autonomie financière. L'Afrique ne va pas se développer
en comptant sur la manne d'autrui, ce n'est pas pertinent. Réagissant Ça n'a sur jamais ces été points. pertinent. Et puis, l'objectif, en fait, globalement, c'est une Afrique unie et plus soudée. Très bien. Moi, réagissant sur ce discours, j'ai dit qu'il était impeccable. Parce que les 5 points de ce discours correspondent parfaitement à la vision géopolitique de la libération africaine intégrale. Mais j'ai demandé à ce qu'il soit pris en compte le fait que ce panafricanisme géopolitique, c'est-à-dire de perspective d'ensemble, ne tiendra pas debout s'il n'y a pas un panafricanisme de proximité à l'intérieur des nations. Nous ne pourrons pas porter la voix de l'Afrique à l'ONU, à l'Union africaine ou ailleurs, si nous n'avons pas amélioré le rapport entre les gouvernants et les gouvernés pays par pays, dans tous nos pays. Parce que qu'est-ce qui fait la puissance d'un porte-parole? C'est le fait que son peuple est uni comme un seul homme derrière lui. Pas sur la base d'un slogan, mais sur la base d'une pratique politique. Le problème, c'est que nos dirigeants, et ce n'est pas seulement le cas au Togo, c'est le cas dans plusieurs autres pays, n'intègrent pas beaucoup, pas assez à mon avis, la perspective du panafricanisme de proximité dont je vous ai parlé. La famille, l'hôpital, la prison, le tribunal, l'école. Et ce n'est pas assez intégré dans cette vision. Que le travail doit commencer en Ici, interne. si tu as certains des tiens qui sont dans la misère, dans la souffrance, dans le malheur, dans la tristesse et l'abandon, tu ne peux pas parler au nom de nous tous. Donc, le président a insisté sur la dimension d'ensemble. Maintenant, il faut, pour compléter ce qu'il a dit, insister sur la dimension de proximité. Il faut laisser respirer les énergies populaires. Et le fait d'organiser ce congrès ici est déjà très bon signe, parce qu'il a accepté d'entendre des voix qu'il n'entend pas souvent. La plupart des présidents de nos républiques entendent des gens qu'ils ont nommés. Quand on a nommé quelqu'un, il a intérêt à parler dans le sens de celui qui l'a nommé pour conserver son poste. Du coup, il ne conseille pas, mais il essaye, pour ainsi dire, de confirmer. Bon, moi, je ne confonds pas le conseiller et le confirmateur. Un conseiller, c'est quelqu'un qui apporte à son chef une opinion critique sur la situation. Une voix contradictoire. Une voix contradictoire, dialectique. Le mot revient. Thèse, antithèse, synthèse. On dit que, nous pensons que, mais on peut aller vers. Donc le vrai panafricanisme, ce sera le croisement de cet engagement en 5 piliers, extraordinairement bien présenté. J'ai même noté beaucoup d'émotions à un moment donné de la part du président du Conseil de la République togolaise quand il parlait. Il y a eu des moments d'émotion. Il lisait pas, il disait. Il vivait ce qu'il disait. Vous savez pourquoi il vivait ce qu'il disait? Parce qu'il sait que l'avenir politique de son régime est lié à cette mutation idéologique fondamentale. Bien que le régime qui préside aujourd'hui le Togo soit né à l'issue du processus colonial français, il a bien compris, moi je pense que le président togolais a compris, que nous sommes à une rupture paradigmatique de l'équilibre politique. Et on ne peut plus s'appuyer sur l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale, pour tenir nos pays. Il faut épouser la cause des souffrants, la cause des persécutés. Écouter les aspirations internes. Il faut écouter ton peuple. Même les voix de ton peuple qui te font mal, écoute-les quand même. Et laisse-les s'exprimer comme tu l'as fait dans ce grand congrès panafricain à Lomé, où on pensait que nous arriverions avec la liste des propositions que nous devons faire. C'est pas bridé du tout. Moi, je n'ai reçu la parole est libre. Injonction de personne. Ma conférence prononcée hier à l'université de Lomé est la même que j'ai prononcée à l'université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie une semaine plus tôt. Je l'ai même prononcée avec plus de temps. À Saint-Pétersbourg, j'avais 7 minutes. À Lomé, on m'a donné 1h30 minutes pour déployer mon concept. Les panafricanistes se sont exprimés. Mais c'est ce que les peuples doivent avoir le droit de faire. Et si nous le faisons, nous serons plus forts. Le panafricanisme est fort lorsque dans la proximité, nous sommes soucieux les uns et les autres, alors la voix de l'Afrique se fait entendre. Pourquoi les Africains sont-ils tant amoureux de ce que fait le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Parce qu'ils voient que la relation entre le peuple malien et ses leaders ressemble à la relation entre les leaders maliens et le peuple africain en général. Quand il y a cette symbiose, cette cohésion, et je voudrais saluer les premières mesures de libération des prisonniers prises par le président du Conseil de la République togolaise. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue de faire confiance à l'axe qu'il a choisi, en faisant respirer la diversité de son peuple, en permettant que les diasporas togolaises reviennent sans peur. Il aura ainsi commencé un temps véritablement nouveau. Et ce congrès sera pour le Togo une bénédiction. C'est le 9e. Et dans notre tradition, le chiffre 9
qui renvoie à ce qu'on appelle les Énéades, les 9 émanations du divin, n'est pas un hasard. Nous atteignons ici la possibilité de la plénitude. C'est ce que je souhaite au Togo, c'est ce que je souhaite au président Faure Gnassingbé. Merci bien. Et les voix dont vous parlez, les voix qu'on doit laisser s'exprimer, il faut que ces voix aussi sachent qu'il faut s'exprimer avec la manière. Mais, ma chère Lise Diamier, moi j'ai été menacé de mort. On a dit que le premier jour que je mettrais les pieds ici au Togo, j'allais mourir. Qu'on avait craché sur les fétiches pour dire que moi, j'ai trahi le panafricanisme. Bon, ça fait 3 jours. Pourquoi je viens ici? Pourquoi je viens parler? Ah, le président Faure Gnassingbé m'a corrompu. Le président Faure Gnassingbé m'a retourné. Je suis venu à la mangeoire. Ils ont tout dit. Philosophe alimentaire. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais en réalité, quelqu'un qui a dit non au pouvoir dans son pays natal, qui dit non à Macron en France, en faisant 40 gardes à vue en moyenne par an, pourquoi il viendrait dire oui au pouvoir du président Faure Gnassingbé après avoir sacrifié autant de choses? Non! Le président Faure Gnassingbé a engagé son pays dans la défense du panafricanisme et c'est grâce à lui, entre autres, que l'AES est debout. Vous l'avez dit. Et nous, on a noté ça. Nous notons des faits et nous agissons conformément aux faits. Nous n'écoutons pas les voix des frères qui crient à côté. Quand on critique, c'est pour que ça s'améliore. Quand ça s'améliore, il faut encourager. Peut-être que les populations qui parlent ne sentent pas l'amélioration dont vous parlez. En fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient, le changement social n'est pas perçu de la même façon. C'est clair. Vous et moi, Lise Diamier, faisons partie de la moyenne bourgeoisie. Donc du coup, le changement politique au Togo, vous ne le ressentez pas avec la même acuité et vous ne ressentez pas forcément les améliorations avec la même acuité. C'est ma condition, c'est la vôtre. Soyons-en conscients. Mais cela étant dit, il y a quelque chose qui me choque dans l'attitude de ceux qui veulent tout gâter. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils veulent. Quand ils étudient l'histoire des leaders dont ils se revendiquent, on se rend compte que ces leaders-là ont, par le passé, parfaitement été capables de s'adapter à toutes sortes de régimes à travers le continent. Écoutez, vous ne pouvez pas aller en République démocratique du Congo, faire des conférences panafricaines et y recevoir des titres de docteur honoris causa du pouvoir, aller dans mon pays natal, le Cameroun, où le président est là depuis 42 ans, faire des conférences panafricaines et flatter le pouvoir, et puis venir dire que celui qui va au Togo a trahi le panafricanisme. Ça ne se fait pas. Donc il faut que nous soyons conscients que même quand nous sommes dans l'opposition, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir, c'est celle de sacrifier notre pays. Moi, je n'appellerai jamais les terroristes qui attaquent le Cameroun à gagner et à prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est mon pays. Personne ne doit vouloir le mal pour son pays. Le Togo est attaqué par les terroristes. Le président togolais prend les mesures qu'il faut pour combattre efficacement le terrorisme en bonne entente avec ses frères de l'AES et en diversifiant ses alliances stratégiques avec cette ouverture notamment vers la Fédération de Russie. Même si tu ne l'aimes pas là, il faut dire que ça c'est bien et critiquer ce qui n'est pas encore bien. Mais il y a des gens, tu as beau faire quelque chose qui est bien, ils ne reconnaissent même pas ce que tu as fait de bien. Ils considèrent que, en fait, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de crever. Alors, vous parlez quand même d'ouverture vers un autre colon, un autre étranger, un autre envahisseur. Lise Diamier, la Fédération de Russie n'a jamais colonisé un seul peuple pays africain. Au monde. Oui, mais c'est pas l'Afrique. La catégorie de colon ne s'applique pas à la Fédération de Russie. Au XXe siècle, ma chère sœur. Un autre envahisseur, on peut dire. Non! Parce que quand vous dites, c'est pas un colon, vous dites c'est un envahisseur, vous êtes en train de redire la même chose indirectement. Mais la Russie interviendrait peut-être sous nos cieux juste pour nos beaux yeux, je sais pas. Ce n'est pas vrai. La Fédération de Russie et l'ancienne Union soviétique, chère Lise Diamier, ont choisi de s'allier au mouvement d'indépendance de tout le XXe siècle. Ils ont accompagné toutes les luttes africaines de libération contre les puissances qui nous ont esclavagisés, colonisés, néocolonisés, impérialisés. Ça, c'est un. Ils ne nous ont jamais réduits en esclavage. Ils ne nous ont jamais imposé leur langue. Et aujourd'hui, ils ne sont pas intéressés par nos ressources. Ils sont intéressés par un business avec nous, ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Mais l'Afrique sait faire ça. Nous, les Africains, nous sommes le peuple le plus généreux au monde. Et nous n'avons aucun problème pour faire des affaires avec ceux qui nous respectent, ceux qui nous considèrent comme des partenaires. Je vous en prie, ne participons pas à ce révisionnisme, à ce négationnisme historique qui consiste à mettre sur le même plan des puissances négrières, coloniales, néocolonialistes, impérialistes, des puissances qui continuent à intervenir militairement pour imposer des dirigeants africains, comme on l'a vu ces derniers jours, avec une puissance qui, elle, dit
Je veux bien aider vos luttes de libération. Je veux bien faire des partenariats miniers avec vous. Je veux bien vous aider à doter vos armées. Est-ce que vous savez que la Fédération de Russie, c'est l'une des rares puissances qui vend aux Africains les armes que les Africains demandent pour combattre le terrorisme? Toutes les autres puissances, notamment occidentales, restreignent les livraisons d'armes aux Africains, alors que les terroristes sont parfois plus armés que les armées nationales. Non, il faut prendre ça très au sérieux. Vous qui êtes des professionnels de l'information, n'appelez pas envahisseurs, n'appelez pas colonialistes des puissances qui ne nous ont pas fait ça. Jugez les puissances sur leurs actes. Les Russes ne sont pas ici parce qu'ils nous aiment. Ce n'est pas nos beaux yeux qui les intéressent. Ils ne veulent pas que l'Occident contrôle l'Afrique. Parce que si l'Occident contrôle l'Afrique, la puissance des richesses africaines permettra de les écraser. C'est écrit dans le livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. C'est le grand géostratège américain des années 80 qui l'explique. Celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler l'Eurasie. Les Russes et les Chinois l'ont compris. Ils proposent donc un partenariat différent avec l'Afrique pour contrer en fait les Américains et les Européens. Bon, il appartient aux Américains et aux Européens à entrer dans le partenariat gagnant-gagnant. Nous, Africains, là, on n'est pas racistes. C'est même le racisme colonial qui nous a rendus tribalistes, comme certains d'entre nous le sont devenus. Si l'Europe, si l'Amérique respecte l'Afrique, elle pourra coopérer avec les pays africains comme la Fédération de Russie ou la République populaire de Chine. Mais ne blessons pas le cœur de nos amis. Parce que si vous regardez un épisode d'histoire que je vous recommande, Lise Diamier, je crois que je suis votre aîné de plusieurs années. C'est vrai. Lisez l'histoire de la libération de l'Angola et la célèbre bataille de Cuito Cuanavale en 1988. Qui a permis au mouvement du MPLA, au mouvement populaire pour la libération de l'Angola, de vaincre les forces coloniales portugaises sud-africaines de l'apartheid qui voulaient absolument contrôler ce pays pétrolier? Qui a aidé? C'est Cuba, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je dis des milliers de morts venus d'ailleurs pour empêcher que le poumon pétrolier de l'Afrique centrale tombe entre les mains de puissances sans foi ni loi. Nous n'avons pas le droit de négliger notre histoire, de ne pas tirer des leçons de notre histoire. Et moi, je salue le multilatéralisme togolais, mais je dis que le multilatéralisme a toujours une limite, c'est qu'à un moment donné, pour la souveraineté, on doit faire des choix qui sont au début très difficiles, mais qui sont par la suite fructueux. C'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des pierres. C'est ça. La place de l'Afrique à l'ONU notamment, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera pour demain parce qu'ils n'ont pas grand intérêt à ce que l'Afrique siège là-bas comme un continent. Ils ne veulent pas que l'Afrique siège comme un continent, mais vous avez bien compris pourquoi. Si l'Afrique siège comme un continent, c'est la première puissance mondiale. Si nous sommes unis, si nous créons les États-Unis d'Afrique appelés par tous les grands panafricanistes de l'histoire, dont notamment le président Francis Kofi Kwame Nkrumah, Africa Most United, on fait ça là. On est plus puissant que les États-Unis, plus puissant que l'Union européenne, plus puissant que la Fédération de Russie, plus puissant que la Chine. Voilà pourquoi il y a très peu de gens dans le monde qui veulent que nous soyons des États-Unis, que nous soyons une fédération. Voilà pourquoi ils sont accoquinés autour de l'AES pour la dépecer par tous les moyens, fabriquant toutes sortes d'attaques contre elle. Donc il faut que nous comprenions que nous n'avons pas à demander à quelqu'un notre place. L'une des postures que je trouve inefficace, stérile, c'est de dire donnez-nous des places au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les présidents de toutes nos républiques le disent. Comment on doit le faire alors? Il faut prendre notre place. Prendre notre place, c'est créer notre organisation. Moi, j'appelle à la création de l'Organisation mondiale des peuples, OMP, Organisation mondiale des peuples. Parce que les Nations Unies ne sont pas démocratiques. L'Assemblée générale des Nations Unies, avec près de 200 nations, n'a pas une voix exécutive, elle n'a qu'une voix délibérative. C'est le Conseil de sécurité, 15 membres, qui a une voix exécutive. Et à l'intérieur du Conseil de sécurité, 15 membres, il y a 5 qui ont le veto. Non, Lise Diamier, c'est trop. Nous disons ici à Lomé que c'est trop. Mais on ne va pas attendre que les États-Unis, la Chine, la Russie veulent bien nous donner des places. Il faut créer une organisation alternative, que j'appelle pour ma part l'Organisation mondiale des peuples, l'Organisation du monde multipolaire, OMM. Mais est-ce qu'elle sera lourde, cette organisation, s'il n'y a pas ces géants là-dedans? Mais justement, ces géants, normalement, sont dedans, notamment parce qu'ils n'ont pas été des puissances négrières, des puissances coloniales et impérialistes. L'Union
La Fédération de Non, je Russie... parle des géants aujourd'hui qui siègent, qui Non, sont mais forts à écoutez, l'ONU. les gens qui sont Les forts à l'ONU, ce sont États-Unis, des nains démographiques. et les, Élise les Jamier, Occidentaux. les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont des nains démographiques. Oui. Vous pouvez écrire ça, comme je dis souvent dans mes émissions, Aya CV. Ils n'ont pas la population pour nous faire face. Alors que le Sud global, rassemblé dans les BRICS, ce qu'on appelle le monde multipolaire, nous sommes la majorité démographique planétaire. Et puis nous sommes la majorité économique planétaire. Parce que quand vous mettez la Fédération de Russie, la Chine, l'Iran, le Le Brésil, Brésil, l'Afrique, l'Inde. Astaghfirullah. Vous jouez avec nous si on crée une organisation de bloc du genre OMM. L'ONU, là, elle va se reformer toute seule. Parce que c'est ce qui s'est passé entre la CEDEAO et l'AES. Tant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'avaient pas créé leur organisation, les gens de la CEDEAO faisaient ce qu'on appelle chez moi à Douala le hop high. Non, vous êtes juste fâchés, vous allez revenir. Vous allez revenir. C'est des caprices. Nous, là, les peuples du Sud global, nous aussi, on va partir et on ne va pas revenir. On crée l'OMM, qui même me suivent, mais je ne regarde pas derrière. D'autant qu'on est 3/4 de la population mondiale. Et nous sommes les économies les plus riches de la Terre. Alors vous partagez vos réflexions comme cela avec les voix les plus autorisées, les mains, les grands décideurs qui peuvent aller dans votre sens. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Moi, je pense que si la République togolaise m'a invité, c'était pour que je dise ce que je viens de Et dire. ils comprennent, ils adhèrent, vous avez espoir en Non, ce... d'abord, ils me permettent de le dire. De le dire déjà. Ils écoutent ce que je dis. Mais la décision ne m'appartient C'est pas. clair. Ne faites pas de moi la grenouille qui veut se prendre pour un bœuf. Ils le feront s'ils le veulent. Mais moi, je m'adresse au cœur. Mais et à la vivement raison. qu'ils le fassent, parce que cela y va de notre futur, notre devenir à tous. Merci Lise Djamil. Vivement complètement. Alors, Merci. si vous aviez aujourd'hui un message pour la jeunesse togolaise que vous avez rencontrée et que vous décrivez de Ouais. si brillante, et à la jeunesse africaine, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Moi, j'ai un message toujours en 4 points à la jeunesse africaine, à la jeunesse togolaise et à la jeunesse afro-descendante de toutes les contrées du monde. Première chose, passons toute notre vie à apprendre. On apprend à tous les âges, ça n'a rien à voir avec les diplômes. La meilleure façon de vivre, c'est d'apprendre toujours. Nelson Mandela disait, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Deuxième chose, faites tout pour comprendre comment fonctionne le monde. Parce que si on n'a pas compris comment le monde fonctionne, on ne sera pas capable d'y agir. Et donc, troisième chose, Donc, agissez. oui. Prenez les initiatives. Soyez créatifs. Soyez déterminés, soyez déterminants. Par la proactivité. Prenez avec audace toutes les options qui s'ouvrent devant vous. Lisez, mais oui, cultivez-vous. apprendre, c'était apprendre. Sur Internet, Apprendre. regardez des documentaires, Soyez regardez critique. soit des émissions, soyez Appliquez, critiques. appliquez la méthode dialectique. Moins de films Voilà. de fiction, moins de feuilletons, Moins à de l'eau TikTok rose, scrolling. moins de... Et puis, quatrième chose, extrêmement importante, il faut aimer. Donc, apprendre, comprendre et oser, créer, agir et aimer. Si vous n'aimez pas, tout ce que vous faites n'a aucune valeur. Car en fait, l'amour est le seul sentiment qui nous permet d'être dans la proximité de celui qui nous a créés. Il faut que l'amour couronne tout ce que nous faisons. Et que nous nous efforcions, malgré les difficultés de la vie, les détachements de la vie, de garder ce rapport très simple à notre semblable, qui est la préparation de notre rapport à celui qui nous a créés. C'est ça. Nous sommes poussière. Il va falloir déposer le tablier et se présenter devant le jugement dernier. C'est ça. Il faut y songer à chaque instant de sa vie. Et donc pour moi, à chaque jeune, je dis apprends, comprends, agis et aime. C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez eu le temps peut-être de vous promener à Lomé, notre capitale. Je me, suis Elle est surpris- belle, hein? je me suis promené dans les idées, mais moi j'admire jusqu'ici la façade atlantique de Lomé. J'avais traversé Lomé en partant vivre en Côte d'Ivoire en 1995. J'étais parti par le Cameroun, atterrissage au Bénin, puis par voie de bus. J'étais parti de Cotonou, Lomé, la frontière ici À Plaou. à Flaou, Ghana, Accra, Takwami, jusqu'à la Noé. frontière de Noé, Côte d'Ivoire. Donc je me souviens de cette traversée de la bordure atlantique de cette région avec beaucoup d'émotion parce que j'avais 22 ans, 23 ans et je partais en exil de mon pays natal pour pratiquement une vingtaine d'années. Et donc j'ai gardé du Togo cette image d'une nation devant l'océan Atlantique
et avec un peuple tellement mixé et brassé que quand on passe du Togo au Ghana, on ne sait pas qu'on a changé de pays. C'est un pays tellement mixé, métissé et mélangé que je pense que c'est l'une des plus grandes synthèses africaines. Et ce n'est pas un hasard si les autorités actuelles essayent d'en faire une capitale de la médiation. C'est ça, une capitale du panafricanisme depuis, je souhaite vraiment la paix, d'abord dans toute notre région africaine, la paix au Togo, que les cœurs s'apaisent ici, que les souffrances qui sont vécues ici soient résolues par l'entente, l'écoute mutuelle, la justice et les actions, les actes concrets, que le pardon règne, que ceux qui sont encore éloignés de la cité retrouvent leur place parmi nous et qu'ils soient accueillis avec le courage du vivre ensemble, mais avec aussi l'humilité, la modestie et la conscience des menaces énormes qui pèsent sur nous tous. Merci à vous, professeur Franklin Yamsi, d'être passé sur ce plateau de la télévision togolaise, ici installé au 9e congrès panafricain. Professeur agrégé de philosophie, mais bon, prolifique, vous écrivez j'en suis presque à 50 ouvrages. Des essais politiques, philosophiques, et même littéraires, des recueils de poèmes. Oui, de la poésie. Vous faites de la poésie. Oui, vous m'inspirez d'ailleurs un poème. Ah, merci. Vous m'inspirez un poème. Votre manière de pratiquer votre art et le style que vous nous apportez là dans cette émission indique que la poésie vous parle. Merci, oui. Allez, à très bientôt. Avec plaisir. Moi, de toutes les façons, je suis Nyamsi, Ouah Cameroun, Ouah Togo, Ouah Africa. Ouah, c'est fils de. Ok, d'accord. Dans la langue Bassa Bantou et la langue Bandem du Cameroun. Ben merci professeur de nous avoir accordé cet entretien. C'était un grand plaisir. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu bénisse ce que vous faites. Amen. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Au revoir, fidèles téléspectateurs, et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Akpelo, kaka. Ah oui, c'est bien ça.